Hola, casualidades de la vida, me acaba de llegar un mail hoy que estoy en París. GR acaba de inaugurar la caverna y nos vamos a su rueda de prensa. Déjà, merci à tous. Très très heureux qu'on soit là aujourd'hui, sous ce temps beau et doux, avec vous tous ici sur la place. On vous a prévenu en dernière minute. D'ailleurs, j'imagine que tous les commerçants ici se demandent ce qui se passe et ils le découvrent en même temps. Parce qu'en fait, on était prêts et on avait juste hâte d'ouvrir. Je laisse la parole à Vladimir. Hello. Well, about 2.5 years ago, JR and I had a coffee in the Latin Quarter. And there's a lot of great things in Paris have started in the Latin Quarter. This project, in a way, started in the Latin Quarter. We were thinking about what to do for the 40th anniversary for Christo and Jean-Claude, the foundation of Christo and Jean-Claude for the 40th anniversary of the Pont Neuf project. And I thought maybe it's great to invite an artist who works in the public space and does initiate the public space, his artworks of his own. It's not a commission by somebody, it's not ordered by somebody, neither government or institution. And JR was the only one I can think of, other than that he's a great artist and a very Parisian artist. And so we discussed it, and then that's how this whole story started in a way. And now, today, like 2 years later, with a little delay, as actually a lot of Christophe Jean-Claude's projects have had some delays. The Valley Curtain had a delay, the Castle project had a delay, the Umbrellas had a delay. And we always thought, it's, you know, in 5, 10, or 20, or 30, or 40 years, nobody would remember whether it opened on June 6 or on June 15. So I think it's a testament to the art in public spaces. It's not a controlled space of a gallery or a museum. It's in real life, and the elements of real life affect it. And that's it's very exciting that the team and everybody managed to finish that today with incredible effort and dedication. And I will wrap this up very quickly with just saying two more things. One is it's an art in public space, and it's a temporary artwork in public space. And as Mike Bloomberg would say, if you don't like it, it's temporary. And if you like it, it's still temporary. And the one final thing, which I actually probably have to read because I'll massacre it if not, it's a quote by Stendhal. And what he wrote a long time ago, and a friend of mine gave me that quote. I'm not that well read to have pulled that quote off the top of my head, but he, Stendhal wrote, "Unfortunately, there are no mountains near Paris. If heaven had given this place even a tolerable mountain, French literature would have been far more picturesque." This is Stendhal, not me. And then it continues, "What a pity that a benevolent ferry does not transport one of those mountains here." Well, there's the ferry. JR, congratulations, and as Crystal would say, you did it. Merci. Et donc avec Vladimir, Thomas, Sarah, Julien et Corinne et toute l'équipe du projet, je partage la joie de voir enfin les visiteurs l'explorer. Dès qu'on a su qu'on pouvait accueillir le public, comme vous l'avez vu, il n'y avait pas un instant à perdre et on a décidé d'ouvrir. Et comme Vladimir l'a rappelé, la caverne est un hommage au Pont Neuf empaqueté de Christo et Jeanne-Claude, et j'ai maintenant avec eux au moins un point commun. Mon projet au Pont Neuf, comme le leur, aura été une épreuve. Dans leur cas, c'est les autorisations qui avaient été compliquées à obtenir, car il fallait mettre d'accord Jacques Chirac, qui était maire de Paris, et François Mitterrand, l'ancien président de la République. Et dans mon cas, c'est plutôt une odyssée climatique que nous avons vécue. Et comme Christo et Jeanne-Claude,
nous n'avons rien lâché. Pendant qu'on installait la caverne du Pont Neuf, nous avons subi des pics de chaleur historiques, des températures descendues à 3 degrés, la pluie, des rafales de vent et même une averse de grêle, le tout en mai et juin. Résultat, la toile extérieure a été déchirée et l'enveloppe gonflable abîmée. Il ne nous restait plus qu'à la réparer en public, en plein cœur de Paris, sous l'œil des passants, des journalistes. Donc je voudrais remercier toute l'équipe qui est d'ailleurs un peu autour de vous ici, on peut les applaudir pour leur engagement sans faille. Et au cours de cette période, j'ai découvert 3 signes que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est que dans mes projets, le processus de fabrication de l'œuvre est essentiel. Il fait partie de l'œuvre. La déchirure m'a ramené au processus, comme si je devais m'impliquer physiquement dans la confection de l'œuvre, comme si le processus devait rester au centre de la création. Le deuxième point, c'est que j'ai représenté les roches qui ont servi à la construction du Pont Neuf. Et c'est cette montagne, cette fiction, flottée entre ciel et Seine. Les alpinistes qui ont gravi des sommets pour la réparer nous ont offert un cadeau incroyable en donnant vie à notre fiction. Et enfin, la déchirure s'est imposée comme une violente irruption du réel. Un rappel que l'art n'intervient pas dans le vide, qu'il prend son sens quand il résonne avec son environnement. Cette œuvre porte maintenant une cicatrice, vous pouvez la voir dessus, un souvenir de sa réparation, une marque du réel. J'avais 2 ans quand Christo et Jeanne-Claude ont réalisé le Pont Neuf empaqueté. Toi, tu avais 15 ou 16 ans et tu étais encore en Bulgarie. Plus tard, j'ai découvert leurs travaux, des projets toujours monumentaux dans l'espace public. Mais c'est leur indépendance, notamment en matière de financement, qui m'a montré qu'il y avait un chemin possible pour moi. Cette indépendance, elle est clé. C'est elle qui permet de laisser la liberté à chacun d'aimer ou non mes œuvres. Là où l'intervention de Christo et Jeanne-Claude en 85 révélait les lignes et les formes du pont, moi j'ai voulu les déformer, en le gonflant, presque le faire disparaître. Eux soulignaient le réel, j'ai voulu ramener le surréel au cœur de Paris. La caverne, c'est aussi la suite de notre intervention à l'Opéra Garnier avec Thomas et Damien Jallet en 2023, où le public avait été invité à se réunir à l'entrée d'une caverne. Aujourd'hui, il y pénètre, il traverse l'obscurité, puis ressort dans la lumière. Dans les 2 cas, chaque visiteur partage un moment unique avec le reste du public. Ça fait bientôt 1 mois, depuis le 20 mai et son gonflage, que la caverne est visible et intrigue. Chacun s'en approche ou s'en tient à distance pour mieux l'étudier, l'analyser, la critiquer aussi. L'effet trompe-l'œil, depuis les différents points de vue et selon la luminosité, fait voir à certains un amas de roches, à d'autres une montagne ou encore un glacier. Ce rocher monumental est devenu un objet de désir, de répulsion, de projection. On y voit ce qu'on veut y voir, il n'y a pas de mauvaise interprétation. Cette liberté, c'est la force de l'art dans l'espace public. Toutes ces interprétations, elles sont essentielles. Elles créent un récit collectif qui ne m'appartient pas. C'est la force magnétique de l'apparition soudaine de ce rocher qui l'a déclenché. L'idée a d'abord été de planter un décor sans révéler ce qui s'y cache. C'est justement ce mystère qui alimente les discussions, la curiosité et l'excitation à l'idée d'y entrer. Ce soir, tout a commencé à changer. La deuxième étape de l'expérience de la caverne s'est enfin amorcée. La métamorphose du Pont Neuf est devenue palpable, sensorielle. L'entrée de la caverne a presque un air de chapiteau, côté place Christo et Jeanne-Claude, qui fait penser à celle d'une fête foraine ou d'une expo universelle au siècle dernier. Il y aura probablement de l'attente pour y entrer. Je crois que ça va donner envie à certains de venir au beau milieu de la nuit et ça tombe bien. Je vous rappelle que la caverne, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toujours gratuitement. À toute heure, la structure gonflable bougera, vivra à mesure qu'elle avalera les visiteurs qui s'y engouffrent. L'intérieur de la caverne contraste avec son extérieur. C'est un boyau presque digestif, sombre, assez brut. La traversée est sinueuse et l'étoffe sonore de Thomas, comme l'intervention olfactive de Sarah, peuvent la rendre déroutante, voire déstabilisante. La réalité augmentée, travaillée avec l'AR Studio de Snap, ajoute aussi une dimension temporelle, en utilisant la chronophotographie. Les explorateurs de la caverne sont embarqués dans une aventure sensorielle. Chacun y projettera sa propre histoire. Et c'est à ce moment-là que l'œuvre m'échappe. Car après tout, est-ce que c'est pas ça qui nous différencie, nous, l'espèce humaine, du reste du vivant? Cette capacité à créer, raconter, partager des histoires. Depuis les premières peintures dans les cavernes,
l'être humain fait cela. Il transforme le réel en récit. Peut-être que le fantastique a commencé là. C'est pour cette raison qu'il a fallu attendre pour que la caverne soit vraiment finalisée. Je ne vous parle pas des réparations qui ont été nécessaires, non. L'œuvre n'est devenue complète qu'avec le public. Car oui, au final, le public fait l'œuvre. C'est là l'essence de la caverne. Elle doit être prise sous l'angle du récit et de l'aventure plutôt que sous celui de la sculpture monumentale. Le 28 juin, l'aventure se terminera et dès le lendemain, nous commencerons à démonter l'œuvre, un peu comme des forains, en pliera bagages sans laisser de traces. Je vais laisser les autres vous faire part de leur travail indispensable au service de la caverne. Pour la suite, je m'interdis rien, car c'est dans l'inconnu que je me sens le plus vivant et c'est exactement ce que j'aimerais que chacun ressente en traversant la caverne. Merci. Et nous, notre rôle à l'Amicale des Ponts de Paris, c'est de faire que ce rêve devienne une réalité. Et pour un tel projet, il fallait une structuration aussi adaptée. Il fallait pouvoir accompagner ce projet-là et le financer dans toute l'indépendance chère à JR, chère aux artistes, chère à Thomas, chère à Sarah. Il fallait le financer sans aucun euro de fonds publics. Et c'est ce que l'Amicale des Ponts de Paris a permis, cette structuration, évidemment, et le travail et cette montagne soulevée par toutes les équipes qui ont fait un travail vraiment fantastique et au-delà même de nos espérances, une démonstration de ce que l'Amicale des Ponts de Paris veut faire à l'avenir, voulait montrer, une démonstration évidemment de la complexité d'un tel projet, mais une démonstration aussi que les arts et la culture non seulement changent notre regard sur la ville, mais peuvent changer notre regard sur l'avenir. Pour moi, pour l'Amicale, le projet de la caverne, ce que nous ont démontré les équipes, c'est de l'espoir. C'est qu'un rêve, on a le droit de rêver, et c'est encore mieux que les rêves deviennent réalité. Et qu'il va falloir que c'est possible, c'est pas facile, mais c'est possible. Et ça, c'est la plus belle démonstration dont on pouvait rêver pour un premier projet. On espère qu'il y en aura d'autres, et des projets sous toutes les formes et tous les formats, comme d'ailleurs l'expérience que vous allez vivre, multisensorielle. Et donc je laisse Thomas et Sarah vous expliquer ces différentes dimensions. Bravo encore JR, et bravo de le faire aussi joyeusement et généreusement. Bonjour, JR m'a demandé de vous expliquer un petit peu mon travail et comment j'ai abordé ce processus de sonorisation de son œuvre. Donc, en découvrant enfant le Pont Neuf emballé par Christo et Jeanne-Claude, j'avais été profondément marqué par le choix d'une étoffe unique pour recouvrir le monument. Cette démarche ultra minimaliste et radicale du couple d'artistes reste pour moi une source d'inspiration majeure. Quand JR m'a proposé de réfléchir à la dimension sonore de la caverne du Pont Neuf, je lui ai proposé d'emballer littéralement l'intérieur de cette caverne imaginaire avec une étoffe sonore qui serait un son continu et très minimal. En hommage à la toile de polyamide choisie par Christo et Jeanne-Claude, j'ai décidé de confectionner une étoffe sonore synthétique en utilisant un synthétiseur analogique modulaire pour créer les différentes couches sonores analogiques qui composeraient cette étoffe. Je souhaitais également utiliser la synthèse analogique à l'origine de l'invention de la musique électronique et de la techno. Ici, la matière sonore que vous allez entendre n'a pas été créée par ordinateur, mais par des technologies anciennes qui ont été développées dans les années 60. D'autre part, j'ai absolument pas souhaité déposer une empreinte musicale ou une trace humaine à l'intérieur de cette caverne. Mon intention dès le départ a été de révéler les sons, les bruits et les résonances de cette grotte imaginaire, imaginée par JR, avant qu'elle ne soit découverte
par les premiers explorateurs. Je n'ai pas travaillé non plus dans un studio d'enregistrement. À la fin du mois de janvier, j'ai rejoint JR et son équipe dans un immense hangar d'avion à Orly et j'ai pu découvrir un 10e de la caverne, grandeur nature, accompagné d'une partie du système sonore immersif. Je suis arrivé avec un synthétiseur et devant les parois rocheuses muettes, imprimées en noir et blanc, j'ai expérimenté et j'ai créé sur place les couches sonores successives de cette étoffe, basées sur mon ressenti in situ. En imaginant par exemple le grondement d'une rivière souterraine, le vent qui s'engouffre dans le tunnel, l'acoustique lointaine de boyaux hors champ inexplorés. Mon travail a finalement été similaire à celui d'un bruiteur. Comme au cinéma, cette caverne est une illusion, un décor fragile. Il ne s'agit pas de carton-pâte, mais de toiles gonflables, comme vous avez pu le constater ces derniers jours. La dernière partie de mon travail, enfin, fut le placement des différents éléments sonores il y a quelques jours sur le site. Il y a 40 enceintes qui sont cachées le long du parcours derrière la toile intérieure de cette caverne. C'est une toile d'un seul tenant. Elle est composée de 270 pièces de tissu qui ont été cousues par les équipes d'ATC en Bretagne. Il s'agit de milliers d'heures de travail à la machine à coudre. Là encore, il y a un vrai lien avec le cinéma. En examinant ce travail de couture prodigieux, j'ai tout de suite pensé à Louis Lumière, qui, alité et fiévreux, en 1895, eut l'idée d'adapter le mécanisme de la griffe de la machine à coudre pour stabiliser le défilement de la pellicule, et qui a inventé définitivement le cinématographe. J'ai passé les 30 dernières années à me concentrer sur la relation entre la technologie et la création, l'humain et la machine. Et je dois avouer que je suis aujourd'hui en admiration devant le travail et la persévérance de toutes les équipes humaines qui ont réussi à mener à bien ce projet un peu fou et démesuré. Je suis heureux d'avoir pu participer à une expérience immersive dont la magie repose avant tout, non pas sur les derniers progrès des technologies numériques virtuelles, mais bien sur la mise en pratique de savoir-faire existants artisanaux, réels et tangibles. Des outils et des techniques traditionnelles qui ont collectivement été utilisés avec beaucoup d'imagination et d'ingéniosité pour continuer à créer du rêve et rêver tous ensemble. Merci beaucoup, JR. Bonsoir à tous. Je suis Sarah Boise, donc curatrice de l'expérience olfactive de la caverne du Pont-Neuf, mais aussi journaliste indépendante et autrice, spécialiste du parfum et des odeurs, qui sont des sujets sur lesquels j'écris depuis une quinzaine d'années. Ça m'amène avant toute chose à souligner l'événement que ça constitue qu'un artiste de l'envergure de JR décide d'englober le champ de l'odeur dans une installation comme celle-ci. Parce que même si les lignes bougent depuis quelques années, l'odeur est un médium encore assez peu exploité par les artistes contemporains. Et je crois que l'expérience olfactive de la caverne du Pont-Neuf démontre assez bien pourquoi, à savoir que c'est toujours un challenge technique, parce que l'odeur est un matériau très particulier et peu prévisible, aussi bien dans la manière dont il se comporte que dans la manière dont il est reçu. Mais il y a aussi le fait, tout simplement, qu'on vit dans un monde où l'odorat est un champ sensoriel peu investi par nous en tant qu'individus, souvent relégué au second, voire au dernier plan de notre expérience du monde. La vue chez l'humain est le sens roi, et le monde d'écran dans lequel on vit aujourd'hui accentue encore cette hégémonie du regard. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je m'engage à titre personnel pour une réhabilitation de l'odorat, qui me semble être, entre autres choses, un contre-pouvoir sensoriel et un levier très intéressant pour ramener de l'ici et du maintenant dans cette époque où le réel ne cesse de se déliter. L'odorat peut nous aider collectivement à sortir de la caverne. Voilà pourquoi c'était à plusieurs égards surprenant et merveilleux d'être sollicité par JR pour l'accompagner dans ce qui est sa première incursion d'artiste dans l'univers des odeurs. Et je tiens à lui dire merci, ainsi qu'à toute sa merveilleuse équipe, pour cette confiance, mais aussi et peut-être surtout pour le signal fort que l'existence même de cette expérience olfactive envoie au monde de l'art et, je l'espère, au monde en général. Alors pour évoquer plus spécifiquement cette expérience olfactive, j'ai travaillé avec les créatrices de Odorescola, une maison de parfumerie dont le laboratoire se trouve au sein de l'Université de Montpellier, et ce sont elles qui ont composé les odeurs que vous allez découvrir. Mon point de départ, et ce qui a constitué en quelque sorte le brief sur lequel elles ont travaillé, c'est une molécule odorante qui s'appelle la géosmine, et à laquelle j'ai pensé immédiatement quand l'équipe de JR m'a présenté le projet. La géosmine, c'est une molécule dont vous êtes tous déjà familiers. À travers le monde, on est tous familiers de cette molécule, mais la plupart du temps sans le savoir, parce qu'elle est caractéristique de l'odeur de la terre après la pluie, le fameux pétrichor dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Dans la nature, la géosmine, elle est synthétisée, c'est-à-dire fabriquée,
par les micro-organismes qui peuplent le sol, que ce soit à la campagne ou en ville. Et quand il pleut, l'humidité de l'air porte cette molécule jusqu'à nos narines et alors on perçoit son odeur. Et cette odeur, justement, elle me semblait très cohérente avec la caverne, en tant que réalité matérielle d'abord, fermée sur elle-même, dont j'imagine personnellement qu'elle doit un peu sentir la cave, le champignon, peut-être quelques traces de mousse. Et puis il y avait aussi autre chose qui me plaisait beaucoup avec la géosmine, c'est que son odeur, elle est un peu comme un doigt invisible qui pointe l'existence de formes de vie auxquelles nous, les humains, on pense pour ainsi dire jamais. Et pourtant, ces micro-organismes sont nos très lointains ancêtres. Ce sont des formes de vie qui ont créé et qui créent encore aujourd'hui des choses absolument essentielles à notre existence, à savoir l'humus. Humus et humain, c'est la même racine étymologique. Et je trouvais que c'était donc une molécule très pertinente aussi au regard de la dimension symbolique de la caverne et de cette idée de retour aux sources. Donc la géosmine a été le point de départ de cette réflexion pour l'odeur de la caverne du Pont-Neuf, et c'est avec et autour d'elle que les créatrices de Dorescola ont développé plusieurs accords, c'est-à-dire des assemblages assez simples de quelques ingrédients, beaucoup moins que dans un parfum classique du commerce, et parmi lesquels on a retenu 2 pistes, comme 2 variations autour d'un même thème. Alors pourquoi 2 pistes et pas une? Parce que ça permettait d'introduire des nuances olfactives sur la répartition de ces 2 pistes dans l'espace, et finalement à l'image de la roche qui a des aspérités, des creux et des pleins, à l'image de cette étoffe sonore composée par Thomas Bangalter et qui n'est ni une musique à proprement parler, ni un simple son. L'odeur, elle est elle aussi une matière qui est minimale, mais pas monolithique pour autant. Elle est irrégulière, elle évolue dans l'espace et le temps. Elle va être modulée par la présence des visiteurs de manière absolument imprévisible. Et c'est ce qui lui donne, je crois, son caractère organique, parce que dans la vie, le monde des odeurs, c'est un océan de nuances. On a glissé dans les sacs qui vous ont été remis ou qui vont vous être remis, je ne sais pas, une petite fiole qu'on appelle dans le jargon une marmotte, et dans laquelle vous trouverez quelques petites billes de polymère qui sont celles qu'on utilise pour la diffusion de l'odeur dans la caverne. Elles ont été imprégnées de l'un des 2 accords, l'accord principal en termes de répartition dans l'espace. C'est un petit avant-goût de l'expérience olfactive que vous allez vivre et dont j'espère qu'elle va participer pleinement à l'immersion multisensorielle proposée par JR et puis contribuer aussi à légitimer l'odorat en tant que médium artistique et comme champ sensoriel digne de toute notre attention dans la caverne et bien au-delà. Merci à tous et merci encore JR. Tout d'abord, merci à toute l'équipe, merci à JR pour ce magnifique cadeau, cette œuvre monumentale qui sublime, je dirais, la ville, la Seine. Donc on est ravis, qui est un hommage effectivement vibrant aux précédents artistes. On en a parlé, Christo et Jeanne-Claude, qu'on avait accompagné pour l'Arc de Triomphe. Je vais vous en dire 2 mots juste après. C'est vrai que cette caverne est éphémère, comme on disait, c'est une œuvre temporaire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est temporaire. Mais effectivement, je pense qu'on vit avec elle depuis maintenant 1 mois. Depuis le 15 mai, avec effectivement en plus le gonflage, effectivement le vin, je crois, les intempéries qui ont fait qu'on a vécu avec toi effectivement toutes ces difficultés. Et je pense que c'est ça aussi qu'on veut célébrer à Paris, c'est ces œuvres d'art vivantes. C'est vivant, ça vit avec nous tous les jours. On s'est habitué à sa présence, on l'a découvert, on l'a admiré, on a souffert avec toi quand effectivement il s'est passé ce qui s'est passé avec les intempéries. Et je crois que c'est ça la force de cette œuvre. Comme tu disais, une œuvre d'art, ça doit effectivement vivre. On vit avec elle effectivement depuis de longues semaines et c'est véritablement ça qu'on veut porter dans la ville avec la possibilité de l'observer, donc non seulement de rentrer et de l'explorer, vous allez avoir cette chance bientôt comme beaucoup d'autres, mais c'est aussi de la voir de partout parce qu'elle est suffisamment monumentale pour qu'on puisse la voir de plein d'endroits différents. D'ailleurs, il y a plein de cartes avec une pluralité de points de vue qui permet aussi sa richesse et de la découvrir sous plein d'angles différents. Et je crois que c'est ça qu'on veut effectivement porter. Après, en tant que Paris Je t'aime, on aura la chance d'accompagner ce projet, notamment dans sa mesure d'impact, comme nous l'avions fait avec le projet de l'Arc de Triomphe, effectivement, en 2021. Juste 2-3 chiffres rapides. 6 millions de visiteurs pour l'Arc de Triomphe. Globalement, 50% de visiteurs français, 50% de visiteurs étrangers. Ça représente plus 19% sur les 3 semaines où a eu lieu effectivement l'empaquetage de l'Arc de Triomphe, plus 19% de fréquentation. Donc c'est dire l'importance pour nous, en termes d'impact aussi, de ces projets qui font vibrer Paris, tout en montrant aussi l'ADN de Paris, sa force créative, l'inclusion, l'accessibilité, le ouvert à tous, le côté populaire aussi de l'art qu'on veut porter dans l'espace public et qui est un sujet effectivement important pour nous. Donc on espère qu'on va continuer
continuer à accueillir de tels projets. Et on ne peut que remercier encore une fois JR et toute l'équipe pour ça, pour nous faire briller et nous faire rayonner dans le monde entier. Donc je ne peux que finir sur Paris je t'aime, et la caverne on l'aime aussi. Donc merci en tout cas. JR, you said that you are inspired by the art of Christo and Jean-Claude. Tell us more about this. Tell us more about that inspiration. What inspires you in their art? Which is your favorite project of Christo and Jean-Claude? Thank you so much, and congratulations. Congratulations, he made it. Thank you. Yeah, I'm inspired by their vision, but mainly, you know, to me it's an overall. It's not just the monumental. It's the way they financed it, the way they also never let go, the way they push through sometime over 10, 20, 30, 40 years, the way that even some projects might even be done like Arc de Triomphe after they're dead, you know. And so it's something that is that I admire into the longevity and the line of their walk, this constant that really inspired me. And when I was young, it was really like a shift of paradigm to understand that if they did it, it is possible. Even if I didn't have the same possibility at that time, with time, I would have them if I worked hard. And so, you know, I only understood recently that Pont Neuf was one of their hardest projects in their life, and they, you know, and thank God I didn't know that before I started. La radio publique allemande, et je me souviens, vous avez dit dans une interview avec un collègue que cette œuvre, elle serait pas détruisible en fait par les aléas du temps et des forces de la nature. Est-ce que vous avez peut-être un peu sous-estimé justement ce que le temps peut faire avec cette œuvre, et est-ce que à la fin voilà, vous auriez fait autrement peut-être? Merci. Alors, je me rappelle pas avoir dit ça, mais ce qui est sûr, c'est que il y a plusieurs choses. Déjà, la nature gagne toujours. Donc, il n'y a rien que l'on construit qui résistera un jour au temps. Et si c'est 5 ans, 10 ans, 1000 ans, 2000 ans, il faut jamais oublier que tout redevient poussière. Donc, dans mes œuvres, surtout dans le principe même du fait qu'elles sont éphémères, c'est quelque chose qui est intégré dès le début. Jusqu'ici, j'ai travaillé avec le papier. Le papier était quelque chose d'encore plus éphémère. Quand on a fait le Louvre, s'il y avait eu la moindre pluie, on n'aurait même pas vu le jour du vernissage. Mais ça faisait partie du risque et du process, parce que l'art est dans le processus. Là, c'est différent. On a construit une œuvre dans laquelle les gens peuvent rentrer. Et donc, il fallait qu'à un moment, on arrive à cette date d'ouverture, quelle que soit la date. C'est aujourd'hui. Il se trouve d'ailleurs que c'est assez incroyable. Ça tombe pile le jour où ça va faire une ouverture de 14 jours. Toutes les œuvres de Christo et Jeanne-Claude ont été ouvertes 14 jours. Et donc, il y a quand même des signes comme ça qui retombent auxquels on n'avait pas pensé. Maintenant, ce qui s'est passé avec cette tempête, c'est un peu différent. On était encore en installation. On était à 4 jours, 3 jours et demi du jour final. Et donc, on était en train de faire les extrémités. Et c'est là où le vent s'est engouffré. Et donc, c'était un concours de circonstances. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle aurait dû être pensée autrement. Et d'ailleurs, on l'a reconstruit exactement pareil suite aux commissions de sécurité, etc., qui nous suivent de près tous les jours et qui ont demandé à ce que tout soit refait à l'identique. Donc, je trouve que finalement, même si sur le moment, ça a été pour nous un moment assez dur, parce que vous voyez, c'était d'ailleurs seulement les extrémités qui ont été abîmées, ça nous a amené des images tellement irréelles que maintenant, après cette tempête et avec la semaine qui a été difficile, on regarde toutes ces images et on se dit quelle chance. Bonjour, je voudrais vous poser simplement une petite question par rapport à cette expérience également virtuelle qui est proposée. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous la décrire et puis aussi de manière succincte nous expliquer comment est-ce qu'elle a été imaginée? Oui, bien sûr. Donc, comme je disais, elle a été construite avec l'AR Studio de Snap. Et pourquoi, d'ailleurs, on a choisi tous ici le fait d'utiliser la réalité augmentée? Parce que on voulait garder les gens dans le présent. Si vous regardez dans cette caverne, il n'y a pas de projection. C'est vous qui projetez votre imaginaire dessus. Et ça, c'était très important. Et ce qu'il y a de beau avec la réalité augmentée, c'est qu'elle vous garde dans la réalité. Vous restez
en interaction avec les gens autour de vous. Et on a pris un choix assez radical avec l'AR Studio de Paris. C'est vraiment cette idée de la chronophotographie d'Étienne Jules Marais, parce que c'est cette idée de décomposition du temps et donc de ralentir le temps. Si vous avez vu l'œuvre dans la ville, elle s'est posée un peu comme un vaisseau, comme ça, qui est arrivé comme dans le film Arrival, où d'un coup il y a ça qui arrive et tout le monde a dû se demander le lendemain matin qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça voulait dire, et d'un coup on peut y rentrer. Mais déjà quand on observe les gens, regardez autour des ponts, les gens sont en train de faire du vélo, d'avancer, de courir ou autre, et d'un coup ils s'arrêtent quand ils voient ces montagnes ou ces roches ou peu importe ce qu'on y projette. Ils s'arrêtent pour les regarder, pour les photographier, pour discuter. Et ce moment, cet arrêt de la ville, c'est ce qu'on a voulu continuer en vraiment faisant perdre l'essence des repères et tous nos sens quand on rentre dans la caverne. Et donc tout ce qu'on va vivre avec cette réalité augmentée, c'est pour décomposer ces moments, c'est pour l'imager. Et donc pour aller plus loin dans cette expérience. Merci. On va prendre une dernière question avant que les visites presse ne commencent, de sorte à ce que vous puissiez bien accéder à la caverne. Merci beaucoup. Gérard Vidal, du cabinet d'art Vidal Expertise, podcast d'art du marché de l'art. Comme Christo et Jean-Claude, est-ce que les galeristes vous aident avec les esquisses et avec les projets que vous avez faits? Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Comme Christo et Jean-Claude, il y a eu beaucoup de collectionneurs qui ont d'ailleurs préacheté des œuvres pour que cette œuvre soit rendue possible. Et qu'il y a aussi les œuvres à la Galerie Perrotin et avec mes autres galeries, Continua, etc., aident au financement, comme tous mes projets dans le passé, et ensuite aident au financement des prochains projets. Donc ça a toujours été un mode opératoire depuis le début. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ça de Christo et Jean-Claude, et que j'étais tout jeune, ils l'ont fait à un niveau tellement impressionnant, auquel j'espère arriver encore un jour, mais que ça m'a énormément inspiré. Merci. Merci. Merci a tous. Qué casualidad haber podido asistir a la rueda de prensa de JR sobre la caverna del Pont Neuf. He hecho unas cuantas vistas donde espero que podáis captar la esencia, pero este capítulo lo incluiremos en el capítulo de podcast de Vidal Expertise. Si este tipo de contenido os gusta, no dudéis en suscribiros sin darle like. Muchas gracias y que el saber os acompañe.